Alors, nous voici, Marie-Ève, sur notre tour de Roland-Garros. 2 semaines quand même incroyables. On a nos champions, hein, Alcaraz et Coco Gauff, vraiment des finales incroyables. Alcaraz, quelle détermination. Un match 5h29. On a battu des records. Il a sauvé 3 points de match au quatrième set, je pense. Exactement. Et Ouais. 7 points consécutifs pour partir le Super Brie dans le dernier set. Quel match de tennis on a eu le droit entre Sinner et Alcaraz? Et je pense qu'on peut dire que le tennis est entre bonnes mains, que ce soit du côté masculin ou féminin, là, mais chez les hommes, la finale était incroyable. Je pense que tout le monde a été monopolisé, les fans de tennis, en tout cas dimanche pour regarder ce long match. Il faisait beau dehors, mais je pense que tout le monde, soit regardait le match ou suivait le pointage sur le téléphone, là, mais qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain? L'intensité, la rapidité, la lucidité, la panoplie de coups possibles aussi à chaque fois. Franchement, tu n'as pas le choix d'être en admiration envers ces deux joueurs-là, puis de tomber en amour avec le tennis si tu ne l'es pas déjà là. Écoute, c'était incroyable. Puis la qualité mentale de revenir, d'avoir 3 points de match contre soi ou pour soi. De suite, de 0,40. 0,40 en plus sur son service à Alcaraz. C'était un match de haut niveau. Honnêtement, ça a été sur tous les aspects du tennis, mental, physique, tactique, qui ont été capables de glisser sur des balles en fond de terrain, de faire des passings en parallèle. Honnêtement, ça a été incroyable, mais on peut dire la même chose aussi des matchs des femmes, Coco Gauff contre Sabalenka. On avait quand même, hein, on n'était pas pire, on avait prédit qu'il allait avoir ce type de finale-là. Mais est-ce qu'on allait prédire les 70 erreurs directes de Sabalenka, la détermination de Coco Gauff? Elle a une anticipation, une défensive qui a fait qu'elle a été championne dans ce match. Oui, ça a été une journée samedi où il y avait beaucoup de vent à Paris. Donc, ça a vraiment changé les conditions de jeu. Mais toi puis moi, on en fait beaucoup des tournois tout au long de l'année. C'est pas rare qu'il y ait beaucoup de vent sur les tournois. La seule différence, c'est qu'à Roland-Garros, il n'y avait pas eu autant de vent jusqu'à la finale, mais ça fait vraiment partie du jeu. Puis je vais reprendre les commentaires de Chris Evert qui a dit, écoute, si tu es première au monde, tu dois être capable de t'adapter aux conditions quand il y a du vent. Et c'est ce que Gauff a mieux fait que Sabalenka, mais ça part du mental. Gauff, pour moi, est tellement résiliente, positive, concentrée. C'est rare qu'elle se bat elle-même. En plus, comme tu dis, elle est tellement athlétique, rapide sur le terrain. Elle fait jouer la balle de plus. Elle fait craquer ses adversaires, les pousse à la faute. Donc oui, il y a 70 fautes chez Sabalenka, mais combien de points Sabalenka aurait gagné là, sur les 2-3 frappes d'avant face à d'autres adversaires qui sont moins rapides. Donc, moi, bravo à Coco Gauff qui mérite amplement cette victoire. Oui, et j'aime ce que tu dis, Marie-Ève, l'aspect positif. Elle a été dans une situation où elle a été menée, tu la vois quand même concentrée dans son élément, aucune hausse d'énergie ou de baisse d'énergie. Elle a été constante tout le long de ce match. Elle méritait ce match. On a quand même entendu le commentaire de Sabalenka qui dit, écoutez, Coco Gauff, elle a remporté ce match, bravo, mais je ne peux pas vous dire que j'ai joué mon meilleur tennis, j'ai fait à 70 erreurs. Tu ne peux pas gagner un match de tennis, elle a raison, mais comme tu mentionnes, Marie-Ève, crédit à Coco Gauff qui a forcé ses 70 erreurs chez Sabalenka. Exactement. Oui, Sabalenka s'est bien reprise là, parce que tout de suite après la finale, c'était pas vraiment éloquent ce qu'elle disait par rapport à la victoire de Gauff, mais elle s'est bien reprise le lendemain pour bien préciser sa pensée en disant que Gauff méritait la victoire complètement, mais qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle avait bien joué dans cette finale, que c'était la finale de Grand Chelem qu'elle avait le moins bien joué. Donc, puis moi, je vais revenir sur le mental. Autant je te disais que Gauff était positive, stable, concentrée du début à la fin. Ça a été tout le contraire pour Sabalenka, beaucoup plus émotive, plus négative, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Pour moi, c'est vraiment du côté mental où la différence s'est faite.
Puis ça démontre comment c'est important au tennis d'être bonne physiquement puis bonne dans la tête. Oui, exactement. C'est ce qui a fait son succès dans les 2 dernières années. C'est cette perspective de bien revenir, d'être stable mentalement. Mais tu sais, on en a parlé ensemble. Hein. Depuis le début de l'année, Sabalenka gagne des gros matchs, mais gagne des gros matchs, pas nécessairement avec un tennis nécessairement excellent. Un service qui est en dessous des 55% la plupart du temps, première balle de service, gagne aussi des points à 50% sur ses premières balles. C'est pas assez pour Sabalenka pour jouer et gagner contre une fille comme Coco Gauff quand elle est à son meilleur. Mais écoute, quel tournoi Roland-Garros 2025. Au final, c'est vrai, les numéros 2 ont battu les numéros 1 au monde en finale. C'est rare qu'on va voir 2 finales avec les 2 mieux classés, puis en plus des surprises des 2 côtés. Oui, tu as raison, et peut-être c'est en train de nous démontrer qu'on aura des nouveaux numéros 1 des 2 côtés. Qui sait? Alors, petite aussi observation, Marie-Ève. Moi, personnellement, ça me dérange. Ça me dérange. On a eu quoi? À peu près 11 matchs de soirée. Aucun match du côté de la WTA qui s'est joué en soirée. Ça a créé une certaine polémique. La première année où on a mis des matchs en soirée, on a dit, écoutez, les matchs d'hommes vendent plus que les matchs de femmes. On se rétracte cette année et on dit, bah, vous savez, c'est pas vraiment la raison, mais la raison, c'est que en soirée, ben, on a des matchs d'hommes qui sont sur 3 manches, donc on préfère avoir un match qui dure un peu plus longtemps. La différence, c'est que Roland-Garros, ils ont seulement un match de soirée. Si on compare avec le US Open ou l'Australian Open, il y a 2 matchs en soirée. Donc, peut-être que ça va être un ajustement, mais je ne sais pas s'ils ont le droit de jouer 2 matchs en soirée, mais c'est sûr que c'est dommage. Moi, je regarde le tennis d'ici, puis le soir ou en après-midi, de jamais avoir la possibilité de voir des femmes jouer, c'est vraiment dommage. Oui, ben, et moi, je pense qu'il faut juste avoir le courage de ses convictions. C'est tout simplement la raison qui doit être là. Il y a des matchs d'hommes qui, en 3 sets et même 4 sets, durent 2h34, 3 heures. Il y a eu des matchs de femmes qui ont dépassé les 2h30 minutes. Donc, l'histoire en arrière du pourquoi il n'y a pas de match de femmes, moi, j'y adhère pas. Et je pense qu'effectivement, si on ne peut pas mettre 2 matchs de soirée, qui serait la solution facile, il faut avoir la conviction du changement et avoir un minimum de matchs de la WTA qui offre une qualité de jeu depuis des années maintenant exceptionnelle. Il y a quelques matchs qui ne sont pas nécessairement très bons. Sinner, écoute, il y a 2 matchs en 3 manches qu'il a joué en dessous de 2 heures. Ce n'était pas des gros matchs de tennis non plus. Alors, moi, je pense qu'il y a un changement qui doit se faire à ce niveau-là. En plus, Sèvres, avec Loïs Boisson, la Française, qui avait eu un laissez-passer, qui se rend jusqu'en demi-finale, tu peux pas me dire que s'ils la font jouer en soirée, c'est pas un stade plein, que c'est la folie avec la foule partisane. Si c'était un homme qui est en demi-finale à Roland-Garros, c'est sûr que ce serait un match de soirée. Là. Donc, c'était la folie pour elle. C'était une histoire incroyable. De ne pas avoir l'option de mettre un match de femmes en soirée, là, ça ne fait pas de sens. Non, entièrement d'accord, et c'est un changement qui doit se faire. Et aussi, ben, tu as Mouratoglou qui a embarqué là-dedans en disant, ben écoutez, il n'y a pas de match de soirée, mais vous savez, dans le tennis féminin, il n'y a pas de star. Et là, c'est drôle parce que ça s'est fait à la télévision française. Il y a Alizé Cornet qui est à côté. Tu vois son visage en voulant dire, ouf, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je comprends son point de vue. Il a essayé de se reprendre le lendemain en disant, je voulais dire superstar. Quand Serena Williams jouait, tout était plein. Et je pense que c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on essaie de surévaluer, ou même, je dirais, sous-évaluer. Il y en a des stars. Il y a des Sabalenka, il y a des Coco Gauff. Alors, de dire qu'il n'y a pas de stars, je pense qu'aussi, on a eu un petit manque là-dessus. Alors, il faut revenir... Pour les superstars, ça dépend beaucoup aussi de leur nationalité, de leur marché duquel ils sont. C'est sûr, quand tu es une Américaine, il y a un marché qui est énorme à aller chercher. On peut le voir aussi avec Osaka, que Mouratoglou entraîne, qui joue pour le Japon. Bon, elle a grandi aux États-Unis aussi, mais le marché qu'ils sont capables d'aller chercher au niveau des commandites est extraordinaire.
Sabalenka, moi, je trouve que c'est une superstar. Elle est super le fun à suivre, vraiment intéressante, athlétique, tellement de qualité. Mais de son pays, ben, ça fait en sorte, c'est sûr qu'elle est moins connue. Oui, exactement. Mais écoute, un Roland-Garros 2025, je pense, à la hauteur des attentes. On a eu des excellents matchs. On a vu aussi nos Canadiens quand même bien faire. Diallo, on a vu Mboko encore qui Mais vient oui, de briser le top 100, 91e au monde en ce moment. Et ça va lui donner tout un vent là, de tableaux principaux pour la prochaine année. Bien de voir ça. Et on va se reparler, Marie-Ève, parce que là, ben, on fait une transition rapide pour ne pas faire un jeu de mots. On s'en va sur une surface de gazon. J'ai hâte de voir là, la préparation des prochains tournois pour Wimbledon. Est-ce qu'on doit s'attendre au même résultat? Est-ce qu'Alcaraz va avoir l'énergie de continuer son momentum qu'il a eu à Roland-Garros? Ça va être intéressant. moi, je pense que ben, Goff et Sabalenka peuvent très bien jouer sur gazon. Même chose chez les hommes, que ce soit Sinner ou Alcaraz, ça peut continuer de très bien aller, mais la transition est très rapide, pas évidente. On va sûrement prendre un peu de repos. Il n'y aurait pas beaucoup de tournois de préparation ou de matchs de préparation pour les quatre athlètes qui étaient en finale. Pour nos Canadiens, je suis persuadée qu'un Gabriel Diallo peut très bien jouer sur surface rapide avec son service. Même chose pour Vicky Mboko qui continue de monter en flèche. Je trouve que sa performance à Roland-Garros a vraiment confirmé son niveau de jeu, qu'elle fait partie, que ce soit n'importe quel jour, là, à peu près facilement à un niveau de top 50. Donc, c'est super encourageant. Puis, c'est pas évident. La plupart des joueurs et joueuses n'ont pas souvent ou beaucoup de matchs sur gazon. Donc, ça cause des surprises habituellement dans les premières semaines, mais ça donne un tennis complètement différent que celui de terre battue. Ah ouais, complètement différent. Tu le mentionnes souvent, si tu n'es pas capable d'être bas sur tes jambes, des rebonds, il n'y en a presque pas. Tout est bas. Je pense que c'est vraiment le tournoi où physiquement et aussi dans le style de jeu, ça doit être approprié à cette surface. Bien hâte qu'on en reparle ensemble, Marie-Ève. Écoute, un bon Roland-Garros, on enchaîne sur la surface de gazon et puis bien hâte de voir la suite du tennis dans les prochaines semaines. Mais oui, on se dit à bientôt. Merci, Seb. Merci, Marie-Ève.